Bien, bonjour à tous et bienvenue. Mes chers collègues, nous reprenons ce jour les travaux de notre commission d'enquête avec une audition de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Comme vous le savez, la scolarité constitue l'un des angles essentiels d'analyse pour comprendre les inégalités qui frappent nos territoires ultramarins. Je remercie vivement notre interlocutrice, Madame Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire. Madame, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologique et Kanaki. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Naminzo en est la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de formation, d'emploi, de revenus, de partage de la richesse et de santé. Nous souhaiterions saisir les causes profondes de ces inégalités économiques, sociales et sanitaires, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. L'une des causes profondes des inégalités externes et même internes aux Outre-mer est liée à la persistance des inégalités scolaires. Le score moyen national obtenu en 6e aux évaluations de mathématiques n'est que de 234 à La Réunion, 233 à la Martinique, 231 en Guadeloupe et 200 en Guyane et 183 à Mayotte, contre une moyenne nationale de 254 par exemple. Des solutions pour remédier aux inégalités scolaires adaptées à chaque territoire ultramarin doivent pouvoir être apportées. La Cour des comptes relevait dans un rapport de 2020 l'inadaptation de l'organisation du ministère de l'Éducation nationale en déconcentré pour faire face aux réalités locales. Nous serions intéressés par vos analyses sur ce point. La situation a-t-elle évolué depuis 2020 ? Plus largement, des politiques publiques scolaires d'ampleur sont nécessaires pour remédier aux inégalités scolaires en Outre-mer. Dans le cadre du plan interministériel de prévention et de lutte contre l'illettrisme en Outre-mer, annoncé fin 2025, quelles sont les actions que vous comptez déployer ? Plus largement, l'éducation nationale a-t-elle les moyens de véritablement réduire les inégalités scolaires en Outre-mer ? Nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme, ainsi que votre retour sur des exemples d'initiatives ayant réussi et effectivement les raisons de leur succès. Je rappelle qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Alors, je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Madame Pascal, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le rejure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, alors, si vous voulez bien, madame, vous pourriez prévoir une brève présentation liminaire de 5 à 10 minutes maximum, après laquelle je céderai la parole à madame la rapporteure, puis à mesdames et messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Je vous cède donc la parole, madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vais en effet vous présenter quelques éléments en termes de panorama général. Et ensuite, nous serons à votre disposition pour répondre aux questions. Et la chef de service et le sous-directeur qui m'accompagnent pourront compléter si vous en êtes d'accord. Et évidemment, en jurant eux aussi, avant de prendre la parole. D'abord, je voudrais vous remercier de nous recevoir dans le cadre de cette commission d'enquête parce que la question ultramarine pour notre ministère est une question essentielle que nous suivons avec beaucoup d'acuité, si je puis dire. Et si nos académies ultramarines sont traitées comme les 25 autres académies hexagonales, nous avons une attention spécifique et particulière aux conditions qui sont les leurs et à leur singularité. Alors que je pourrais résumer en quelques mots mes
qu'on aura sans doute l'occasion de revoir. Bien sûr, des caractéristiques géographiques et les derniers épisodes à Mayotte, bien sûr, mais aussi en Martinique, la crise de l'eau, etc., ont montré combien il y avait des problématiques spécifiques, besoin d'internat, transition écologique pour lesquelles, et climatique pour lesquelles nous avons une attention particulière, risque de cyclone, et tout cela conduisant à des problématiques également spécifiques sur l'eau, je le disais, sur les transports, etc. Donc c'est un élément que nous avons au ministère qui participe de notre analyse quand nous établissons des politiques publiques et que nous prenons en compte dans le déploiement de ces politiques publiques. Caractéristiques également relatives aux équipements collectifs, et là encore, je citerai Mayotte, mais pas seulement, à la fois en termes de bâti scolaire, mais aussi en termes de transport, je l'ai dit, et de réseau informatique. Pour exemple, au moment de la continuité pédagogique que nous avons mise en place au moment du Covid, nous avions pu réaliser à quel point une seule solution numérique n'était pas envisageable dans certains territoires d'outre-mer pour des raisons de connectique et de connexion. Enfin, des caractéristiques socio-économiques avec des taux de pauvreté et de chômage très fortes. Une partie des familles qu'on qualifie de CSP- dans nos critères INSEE, des modes de vie traditionnels et la question de la langue. Et j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir, en particulier parce que nous le prenons en compte et un certain nombre de choses sont faites, en particulier dans l'Académie de la Réunion et dans l'Académie de Guyane, pour prendre en compte la langue maternelle des élèves dans l'entrée dans les apprentissages et que le créole soit une manière, les créoles devraient dire, parce qu'en particulier en Guyane, soit un appui, un soutien aux professeurs des écoles pour entrer dans le français. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour répondre, ou peut-être d'une manière un peu structurelle d'abord, vous dire que dans le cadre de la réorganisation de la DGESCO que j'ai conduite au 1er janvier, j'ai tenu à ce que ce qui était une mission devienne véritablement un bureau des territoires ultramarins au sein du service du budget et des territoires, piloté par Mme Kerenfleck, et dans la sous-direction des territoires, pilotée par Patrice Durand. Il est important aujourd'hui, et dans un cadre où nous nous interrogeons sur le curseur entre ce que doit être la décision nationale et son déploiement dans les territoires, et là je parle de manière générale, nous ayons une attention particulière à ces territoires qui font une unité, quand bien même ils sont en réalité très différents, et très différents dans leurs résultats scolaires, comme dans leurs caractéristiques climatiques et géographiques, ou socio-économiques. Donc c'est un point important. Peut-être revenir sur quelques éléments, en particulier sur les résultats aux examens et en particulier au DNB, dans lequel on distingue de notre côté deux groupes vraiment différents. Le groupe Guyane-Mayotte, qui concentre un taux de difficulté scolaire très important et des résultats nettement en dessous de nos moyennes nationales, même comparé à des académies dont les catégories socio-économiques et la réussite scolaire peuvent être assez bas. Et puis, les trois académies, Guadeloupe, Martinique et La Réunion, dont les caractéristiques scolaires, j'entends, et en termes de résultats, sont plus proches d'académies hexagonales. Nous avions lancé à l'inspection générale également un département ou un groupe qui s'occupait particulièrement de l'outre-mer et qui a fait plusieurs rapports tenant compte d'une certaine manière de la fiche signalétique de chacun des territoires pour là aussi à la fois les traiter dans leur unité et en même temps être au clair avec les distinctions significatives de chacun de ces territoires. Sur les taux de réussite aux examens, DNB et
et bac. C'est là sans doute qu'on voit la plus grande différence se manifester au sein des différents départements, avec un taux de réussite de 92 ou de 94,5 qui est pour le bac technologique, et au bac professionnel de 83 pour la Guadeloupe en particulier, très proche des moyennes France métropolitaine plus Hexagone. En revanche, la Guyane, j'ai oublié de citer la Réunion, qui est également très proche en termes de bac général, et on voit décrocher Mayotte et la Guyane, qui, par exemple, pour le bac général, dont la moyenne est de 96,2, on retrouve la Guyane à 87 et Mayotte à 86, donc 10 points en dessous de la moyenne nationale, ce qui n'est pas du tout le cas de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, qui sont entre 95 et 97, donc très équivalents à la moyenne nationale. Pour le DNB, on retrouve des écarts assez semblables, avec une interrogation pour nous, la Guadeloupe, qui est assez en dessous des résultats nationaux, alors que Martinique et la Réunion restent bien autour de 83-85. Notre moyenne nationale est de 85, donc assez proche de la moyenne nationale. En revanche, la Guyane et Mayotte sont respectivement à 71 et 74, et la Guadeloupe est à 76. Donc on voit des académies assez décrochées, de plus de 10 points pour Mayotte et d'environ 10 points pour la Guadeloupe et Mayotte, et c'est la Guyane qui est à 70. Pour le bac professionnel, même chose, c'est-à-dire qu'on voit des académies qui sont malgré tout assez en dessous de ce que nous pouvons faire. Alors, les mesures d'accompagnement que nous mettons d'ores et déjà en œuvre, c'est d'abord, et en particulier d'égalité des chances, c'est d'abord évidemment l'éducation prioritaire. En moyenne nationale, un élève sur 5 est scolarisé dans l'éducation prioritaire, et j'entends là REP et REP+, soit 20% des écoliers du premier degré et 21% des collégiens de l'enseignement public. C'est beaucoup plus élevé dans les territoires ultramarins, en particulier à Mayotte, où toutes les écoles et tous les collèges sont classés en éducation prioritaire. En Guyane, tous aussi, sauf un collège, sont en éducation prioritaire renforcée, donc REP+, et dans les 3 académies d'outre-mer, les 3 autres académies d'outre-mer, nous avons pour la Martinique 51% des collèges, pour la Réunion 57% des collèges, et pour la Guadeloupe 33% des collèges, avec un réseau d'écoles qui correspond à ces collèges. Donc un fort classement en éducation prioritaire qui permet d'apporter un accompagnement renforcé aux élèves, dans des conditions aussi d'apprentissage améliorées, puisque des temps de concertation, plus d'encadrement, des temps de formation pour les enseignants, et avec des conditions sociales et linguistiques qui supposent la présence soutenue d'enseignants aguerris. On aura sans doute l'occasion de revenir aussi sur ce sujet. Nous mettons également en place des TER, territoires d'éducation, qui sont une démarche éducative, là encore, territoriale autour d'un projet commun pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs d'un bassin de vie. Donc ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est éducation nationale, collectivité, CAF, ARS, associations, autour de 3 priorités nationales qui s'organisent autour de 3 priorités: l'orientation, la santé et le bien-être, santé et bien-être et la culture. Sur la base d'un diagnostic local partagé, les TER reposent sur une gouvernance très souple et une logique de co-construction de manière à s'adapter aux réalités de territoire. Là encore, pas de politique uniforme, mais bien un projet adapté à chacun des réseaux que constitue ce territoire, qui comprend ou non des lycées et qui offre une continuité, ce qui n'est pas le cas de l'éducation prioritaire, je le rappelle, et qui permet d'assurer un parcours de la maternelle au lycée, et particulièrement précieuse pour la sécurisation des parcours et de l'orientation des élèves. Dans les territoires d'outre-mer, nous avons 7 TER labellisés qui représentent 21 500 élèves.
Et enfin, dernier dispositif d'égalité des chances, les contrats locaux d'apprentissage, qui sont les CLA, qui représentent dans les territoires d'outre-mer 135 établissements ou écoles et presque 35 000 élèves, qui permettent d'agir en complément de l'éducation prioritaire. Ils sont établis par les autorités académiques pendant 3 ans et ils bénéficient aux écoles et aux établissements socialement proches de l'éducation prioritaire de besoins d'accompagnement particuliers ou de moyens que nous apportons en plus dans un contexte de progressivité d'allocation des moyens pour intensifier la prise en charge des élèves. Ils ont été créés en 2021 et étendus aux 5 académies. Je le rappelle, cette politique des contrats locaux d'apprentissage d'accompagnement, est un corollaire possible à l'éducation prioritaire. Ce ne sont pas 2 dispositifs exclusifs l'un de l'autre. Enfin, nous avons mis en place aussi un certain nombre de cités éducatives. Il y en a 20 en tout dans l'outre-mer. 3 à Mayotte, 2 en Martinique, 3 en Guyane, 5 en Guadeloupe et 7 à La Réunion. Vous aurez tous ces chiffres, évidemment, dans le questionnaire, qui permettent, là encore, d'apporter des moyens supplémentaires et là encore de manière très interministérielle. Enfin, c'est peut-être, là je reviens sur des dispositifs qui sont de nouveau très liés à ce que nous faisons directement, de manière ciblée. Nous avons mis en place en Guyane ce que nous avons appelé un plan lecture qui a consisté à fournir 6 000 manuels de CP à la rentrée 24 et de former en 24 tous les IEN, inspecteurs de l'éducation nationale, qui suivent le premier degré, les écoles, les CPD, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques départementaux, qui suivent également les écoles, et tous les conseillers pédagogiques de circonscription. Donc, une formation massive de l'ensemble des inspecteurs et des accompagnants du premier degré, et la fourniture de ces 6 000 manuels. Vous savez qu'en principe, les manuels sont fournis par les collectivités territoriales, et en particulier pour l'école, par les communes. Et là, l'État s'est substitué aux communes pour apporter un manuel à l'ensemble de ces élèves de CP. Manuel laissé au libre choix des établissements dans un panel dont on avait considéré qu'il s'agissait de manuels efficaces et avec lesquels on pouvait assurer une bonne entrée dans la lecture, qui est un point très important pour nous, puisque le taux d'illettrisme reste très important. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On a fait la même chose à Mayotte, avec également l'achat d'un manuel pour tous les élèves et une formation assurée par l'inspection générale et par la DGESCO. Autre dispositif important qu'on a mis en place, qui est celui des petits déjeuners gratuits pour faire face aux difficultés sociales à l'école. Et c'est une des mesures phares de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui a été reprise dans le pacte des solidarités. Elle a été mise en place en 2019 dans toutes les écoles maternelles et prioritaires élémentaires de l'éducation prioritaire, avec une subvention aux collectivités territoriales, et le montant qui est versé aux collectivités est plus élevé en Outre-mer, 1,5 € par petit déjeuner pour 1 € dans le cadre des académies de l'Hexagone. Et on a encore augmenté, puisqu'on est passé à 2 € en septembre 2020 pour améliorer encore en Outre-mer et mieux compenser le coût des denrées et l'impact des contraintes sanitaires dans ces territoires. Ce sont 2250 écoles qui bénéficient de ce dispositif pour 513 communes. Les chiffres que je vous donne sont ceux de 2024-2025. On n'a pas encore stabilisé les chiffres de 25-26. Tout ça conduit à une très forte adhésion des territoires ultramarins. C'est près de 31% des élèves qui sont bénéficiaires de cette mesure en Outre-mer, alors qu'ils ne représentent que 5% des élèves
dans le premier degré au niveau national et 17% des élèves de l'éducation prioritaire. Pour parler peut-être moyen, si vous voulez bien, parmi les 18 millions d'euros qui ont été consommés en 2025 sur cette mesure, 8,5 ont été mobilisés dans les territoires ultramarins. Devoir fait, si vous voulez bien, vous savez que c'est une mesure également nationale qui a été mise en place dans l'ensemble des académies. Et au printemps 2025, 12 600 élèves en étaient bénéficiaires dans les académies d'outre-mer hors Mayotte, soit 10% des élèves concernés dans 61% des écoles publiques et privées sous contrat de ces académies. Là encore, ce sont 2 millions d'euros mobilisés avec 47,3% de devoirs faits accompagnement éducatif et pour 51% des crédits du pacte en Outre-mer. C'est un vrai dispositif dynamique qui fonctionne, notamment en matière d'évolution des pratiques pédagogiques et d'accompagnement des élèves volontaires. Mais je ne nierai pas que des freins subsistent à cette politique. D'abord par la difficulté à mobiliser et former les intervenants, que ce soit les enseignants, les parents, les associations qui interviennent dans le cadre de devoirs faits, et des problèmes de transport scolaire. Et évidemment dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, mais en particulier à Mayotte avec ses doubles journées, où on a une partie des élèves le matin, une partie des élèves l'après-midi, et en Guyane, où les distances peuvent être extrêmement longues et les horaires décalés. Ce que nous avons pu noter au printemps 25 par une enquête que nous avions menée, c'est qu'il y a malgré tout un impact de plus en plus important et positif sur le climat scolaire et que ça a renforcé le lien école-famille qui est un sujet également pour nous de manière générale et encore plus dans les territoires ultramarins. Je dirais peut-être un mot, si vous voulez bien, sur le plan de lutte contre l'illettrisme qui a été mis en place en juillet 23 pour définir les mesures qui devaient être retenues et la définition des priorités stratégiques entre le ministère des Outre-mer et l'ensemble des ministères qui participent de ce plan contre l'illettrisme. Ces mesures ont été le fruit d'un travail entre la DIGESCO et les académies ultramarines, en amont même de la présentation du plan. C'est-à-dire que nous sommes appuyés sur les diagnostics qui étaient faits par les recteurs et par les équipes académiques pour élaborer les mesures. Et les perspectives, ou en tout cas les objectifs, sont très clairs. Réussir la scolarisation des enfants de 3 ans et susciter l'implication des familles pour favoriser les acquisitions langagières, en valorisant les contextes de plurilinguisme. Donc, pour une deuxième fois, je cite ce sujet. Réduire les écarts de performance entre les Outre-mer et l'Hexagone tout au long du parcours de 3 à 18 ans, avec une identification précoce des difficultés. Et pour cela, les évaluations nationales nous sont très utiles, puisqu'elles permettent de suivre dès le CP, et même dès la grande section parfois, mais en tout cas dès le CP, les résultats des élèves. Et la formation des enseignants, de manière à ce qu'ils soient le mieux possible en mesure de répondre aux difficultés particulières de ces élèves. Et enfin, la lutte contre le décrochage, qui est un phénomène un peu plus important dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone. Mais en travaillant un peu pour vous apporter ces éléments, je notais que ce n'est pas le cas de toutes les académies ultramarines et que ce taux de décrochage a globalement, de manière nationale, bondi après le Covid, doublant. On est passé de 5% à 10% d'élèves décrocheurs dans nos bases, ce qui veut dire pour ceux qu'on identifie. On est dans certaines académies ultramarines, je vous retrouverai le taux exact si vous le souhaitez. Dans certaines académies, on est à la moyenne nationale et dans d'autres, on est véritablement plus bas. Chiffres à prendre avec précaution, parce que comme je le disais, c'est ceux qu'on arrive à identifier. Il est possible que certains n'apparaissent plus dans nos bases sans que nous soyons tout à fait en mesure de savoir où ils sont.
Donc, le bureau au sein de la DGESCO travaille très étroitement avec le ministère des Outre-mer pour travailler sur ces objectifs, notamment sur la lutte contre le décrochage, mais aussi dans le cadre de la réussite scolaire, de la construction des parcours, du suivi des parcours de ces élèves. Peut-être un point sur la prise en compte des langues régionales, puisque j'ai eu l'occasion d'en reparler à 2 reprises. Le rapport de décembre de 2020 de l'IGSR, qui évaluait les dispositifs favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mises en place dans les académies d'outre-mer et à Wallis et Futuna, a permis de dégager un certain nombre de recommandations, dont une qui était de développer à l'école maternelle les expériences des accueils dans leur langue maternelle, des élèves dans leur langue maternelle, puis à parité avec le français, dans un objectif d'apprentissage de l'écrit et de l'oral dans les 2 langues. Ça a été fortement développé dans un certain nombre d'académies, en particulier à La Réunion, qui a mis en place un appui pour rentrer dans le français sur le créole, et en Guyane, où un plan a été développé également pour que des créolophones soient en mesure d'accompagner les professeurs des écoles uniquement francophones dans l'apprentissage des élèves et leur entrée à l'école, leur entrée dans la scolarisation, pour la favoriser en permettant un apprentissage au départ dans les 2 langues et l'entrée progressive dans la langue de scolarisation qui est le français. Voilà, en quelques mots peut-être ce que je pouvais vous dire. Je suis évidemment à votre disposition, ainsi que mes collègues, pour vous répondre et aller plus loin dans les éléments que j'ai essayé de mentionner. Je terminerai peut-être sur quelques éléments de budget, puisque en exécution 2024, encore une fois, nos chiffres sont évidemment un tout petit peu décalés. Sur les 5 académies, les crédits ont représenté 5,66 milliards d'euros et représenté presque 60 000 ETP. Et en PLF 26, donc prévision, ce sont 5,76 milliards d'euros qui sont consacrés au territoire d'outre-mer. Depuis 2018, par ailleurs, nous avons créé près de 2000 emplois supplémentaires à Mayotte, 1958, et en particulier dans le premier degré, avec plus de 1000 emplois dans le premier degré. On sera peut-être amené à revenir sur les conditions de nos personnels, dont vous savez qu'une de nos caractéristique est évidemment de ne pas avoir de données sur les origines territoriales de nos personnels, et c'est bien normal. Cela étant, on travaille évidemment sur le retour des personnels ultramarins vers leur académie d'origine. Alors, ce n'est pas nous qui suivons ce dossier-là, c'est la DGRH, mais des choses sont mises en place pour permettre un meilleur retour ou plus rapide et des enseignants en particulier, mais plus largement de tous les personnels qui ont été amenés à passer quelques années dans l'Hexagone et qui souhaitent revenir dans leur académie d'origine avec un barème exceptionnel qui leur attribue 1000 points après 5 années effectuées dans l'Hexagone. Voilà, je reste à votre disposition, Madame la Présidente, pour compléter. Merci Madame pour ces propos qui nous ont éclairés. Et je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame la rapporteure qui a, je suis persuadée, 1000 questions à vous poser. Merci Madame la Présidente, je suis certaine que mes collègues en auront également, donc je vais essayer de les concentrer. Merci Madame la Directrice pour votre exposé très clair. Vous avez abordé les points sensibles sur lesquels je pense que nous allons revenir dans nos échanges. Vous l'avez dit, les territoires d'outre-mer sont particuliers, singuliers, c'est le terme que vous avez employé. En effet, ils sont tous différents. Vous avez montré que les résultats aux évaluations nationales, les résultats au DNB et au baccalauréat différaient également. Mais pour autant, il y a des indicateurs inquiétants
qui font que cette commission d'enquête planche sur la question des inégalités systémiques en Outre-mer. Et par rapport aux enjeux pour la jeunesse, il est normal qu'on en vienne à regarder de près ce qui se fait à l'école de la République. Alors, vous avez mentionné plusieurs fois la question de l'illettrisme. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de détails de ce que, dans les chiffres que vous avez à votre main, sur la part de la population en situation d'illettrisme dans les établissements scolaires, puisque les élèves sont scolarisés, mais vous êtes aussi en contact avec les familles. Et si vous aviez des éléments un peu plus précis sur cette dimension-là, puisque à travers la scolarisation et l'entrée dans la scolarité des enfants, on arrive à percevoir le niveau des parents. Vous avez parlé des catégories sociales. Vous avez sans doute des indicateurs un peu plus pointus à ce niveau-là. Si vous pouviez nous donner quelques indicateurs et peut-être nous dire si, selon vous, ils sont en stagnation ou s'ils se dégradent au cours des dernières années. On pourrait imaginer, ou les 10 dernières années, ou depuis la crise Covid, puisque vous avez mentionné cet événement comme un événement, comme un tournant un peu dans les indicateurs que vous aviez sur la population scolaire. J'avais une deuxième question qui porte là sur la langue régionale, puisque vous l'avez signalé, il y a des plans qui sont mis en place dans certaines académies. Ces dispositifs fonctionnent-ils? Fonctionnent-ils vraiment? Avez-vous mesuré les effets sur les résultats scolaires des élèves et peut-être même le rôle de l'école dans le lien social et la vie familiale? Est-il essaimé? Doit-il être déployé à une plus large échelle sur le territoire où il a démarré, ou plus largement dans d'autres académies en Outre-mer? Et ma dernière question, je m'arrêterai là pour le moment, elle concerne la problématique des remplacements. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas à la DGRH, mais pour autant, régulièrement, nous sommes alertés par des heures d'enseignement qui seraient manquantes pour les élèves ultramarins. Il y a bien entendu le cas de Mayotte, mais pas seulement. Il y a un phénomène de non-remplacement des enseignants. Je voulais savoir si quelle est l'analyse que vous avez sur la mise en œuvre du décret qui réforme les congés longue maladie et congés maladie grave sur les dispositifs de remplacement des personnels enseignants, puisque j'ai eu l'occasion d'être alertée sur ce sujet. Les personnels renoncent à se mettre en arrêt maladie du fait de la perte considérable de salaire liée à cette réforme. Et du coup, on vient épuiser le vivier des remplaçants avec des répercussions immédiates sur le nombre d'heures auxquels les élèves ont droit, mais également sur, là c'est un autre sujet, potentiellement sur la sécurité des élèves en classe, puisqu'il y a des enseignants qui renoncent à se soigner pour perdre moins de salaire. On est là sur un sujet assez particulier, mais qui est spécifique aux Outre-mer, puisque la mesure qui a été mise en place au niveau national est censée ramener plus d'équité. Et du fait de la spécificité de la rémunération ultramarine, nous sommes sur un effet pervers de la réforme. Merci. Je vais tâcher de répondre et si mes collègues veulent compléter, si vous les y autorisez, ils prendront la parole après moi. En particulier sur ce dernier point qui est véritablement un point DGRH et je ne serai pas en mesure, et j'en suis confuse, de vous apporter les éléments les plus précis, mais si nécessaire, on pourra revenir vers nos collègues et compléter le questionnaire avec quelques éléments sur ces points-là si vous le souhaitez.
Sur le remplacement, peut-être globalement, et je commence par cette dernière question à laquelle je suis plus en difficulté pour vous répondre, nous avons nous voyons au niveau national un nombre considérable de congés de mi-temps thérapeutiques augmenter, ce qui pose et nous a posé une question sur le remplacement. Mais je ne saurais pas vous dire si ces chiffres que nous avons, nous, à la DGESCO, de manière très globale, sont significatifs ou significativement différents pour les territoires d'outre-mer. Et ça, si vous le souhaitez, nous apporterons une réponse à l'écrit. Et par ailleurs, j'entends ce que vous dites sur la réserve des enseignants à prendre leur congé longue maladie, mais ça non plus, je ne saurais pas vous dire, mais nous reviendrons vers vous si vous le souhaitez. Sur les deux autres sujets, vous donnez quelques éléments sur l'illettrisme, parce qu'en effet, c'est un sujet. Le taux de jeunes repéré à la JDC, puisque c'est vraiment pour nous, la journée défense et citoyenneté, le moment où toute une cohorte du même âge fait les tests d'illettrisme. Et d'ailleurs, nous nous sommes beaucoup battus à l'Éducation nationale pour que, dans le nouveau modèle de journée de défense et citoyenneté que les armées veulent mettre en place, il reste ce test qui permet vraiment de mesurer ce qu'une classe d'âge, le taux d'illettrisme d'une classe d'âge. Et on voit en effet des chiffres très, très, très impressionnants, au mauvais sens du terme, pour l'outre-mer. Pour vous donner la moyenne en France, France et métropole et territoire d'outre-mer, hein, c'est 13,4 jeunes, 13,4% de jeunes d'une classe d'âge qui sont des lecteurs en grande difficulté. Et si je vous donne les chiffres pour les différentes académies d'outre-mer, c'est 31,5 pour la Guadeloupe, 31,8 pour la Martinique et 30,2 pour la Réunion. Donc déjà le double, plus du double de lecteurs en difficulté. Et pour la Guyane, c'est 52% et pour Mayotte, 58%. Donc cela explique que ce soit pour nous un sujet vraiment d'importance et que l'effort que nous avons mis sur les plans lecture dès le CP sont les plans sur lesquels nous avons insisté au maximum, au point, comme je le disais, de prendre la responsabilité de fournir nous-mêmes les manuels d'entrée dans la lecture, puisqu'on est aujourd'hui suffisamment armé en termes d'évaluation, etc., pour se rendre compte que c'est vraiment sur les toutes premières années que se joue l'entrée dans l'apprentissage de la lecture. Alors, ce n'est sans doute pas la seule réponse que nous pouvons apporter, mais elle a donné lieu, en tout cas, en particulier pour les deux territoires d'outre-mer les plus en difficulté, Mayotte et Guyane, des plans spécifiques sur cette question, et en particulier un vrai plan de formation des enseignants. Vous savez que c'est aussi des académies dans lesquelles il y a beaucoup de contractuels, donc n'ayant pas reçu forcément la formation initiale des enseignants titulaires. Donc il était important pour nous que nous puissions les accompagner dans l'entrée dans les apprentissages de la lecture pour leurs élèves. Et peut-être un mot sur votre question à propos des langues vivantes régionales. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc à La Réunion, un appui certain sur les langues d'origine pour entrer dans l'apprentissage du français. Ça concerne toute l'académie. Aujourd'hui, c'est déployé dans l'ensemble de l'académie, selon les écoles et selon le type d'élèves qu'ils ont, mais c'est déployé partout. En Guyane, ont été mises en place donc des personnes ressources qui viennent accompagner les professeurs des écoles, et si je ne me trompe, c'est autour d'un peu plus d'une centaine, je crois, qui viennent accompagner les professeurs des écoles pour leur permettre également d'entrer dans le français sur la base ou en s'appuyant sur leur langue maternelle, et c'est très important. Cet appui sur les langues vivantes régionales, alors évidemment c'est une linguiste qui vous parle, mais n'est pas qu'un sujet
d'apprentissage du français. C'est aussi un sujet d'apprentissage du français. Et là aussi, toutes les recherches et toutes les études montrent que le plurilinguisme est une richesse et que de s'appuyer sur une langue pour en apprendre une autre est un processus naturel. Et que plus on en apprend, plus c'est facile d'en apprendre. Au-delà de cette dimension, qui est une dimension importante pour la réussite ensuite dans la scolarité où le français doit être maîtrisé, c'est aussi une valorisation d'un patrimoine, d'une culture qui permet à la fois de rapprocher l'école des familles, et on voit là aussi la mise en place de dispositifs vraiment intéressants qui rapprochent et qui font entrer les parents dans l'école, ce qui, dans beaucoup de territoires hexagonaux aussi, est un point sur lequel nous avons besoin de travailler, mais encore plus dans des territoires où l'école peut être loin, non pas géographiquement, mais loin socialement pour des parents, soit qui ne l'ont pas connu, soit qui ont connu un autre système éducatif que celui de leurs enfants, et qui parfois ont une vraie méfiance ou crainte de l'école. Donc, on voit des choses vraiment intéressantes sur l'entrée des parents dans l'école pour raconter ou lire des légendes, des histoires dans la langue d'origine. On voit des partages entre le français et la langue créole. En Polynésie, une structure assez forte a été montée pour que les parents, pour qu'on parte des traditions exprimées en langue créole pour ensuite en traduire le fond en français. Donc c'est vraiment un moyen de rapprocher les parents et l'école qui est un point essentiel, notamment pour la réussite des élèves. C'est-à-dire que de sentir la confiance des parents dans l'institution et réciproquement, à égale dignité, si je puis dire, est aussi un point très important. C'est un point très important pour nous. Alors, je cible aujourd'hui l'outre-mer, mais plus globalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire revenir les parents et les familles en confiance vers l'école et pas en position d'infériorité. C'est-à-dire pas simplement quand il faut récupérer un portable qui a été confisqué, quand il faut se voir expliquer une heure de colle ou quand il faut faire un bilan sur une scolarité difficile, qui est d'autres manières de faire venir les parents dans l'école. Et pour ça, la langue d'origine est un point d'appui très important. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions pour si vous avez besoin de compléments, en particulier sur la DGRH. Merci pour vos propos. Je vais laisser maintenant la parole à nos commissaires. Des questions? Non? Oui. Oui, moi je vais simplement revenir en effet sur le repérage des enfants TND. Je voulais savoir si dans nos îles on avait la même force pour les repérer, c'est-à-dire qu'ici en métropole on a des services qui sont comment dire formés pour ça. Et aujourd'hui on sait que c'est un réel souci. Sachant que justement quand ils vont rentrer au CP, ils vont avoir des difficultés pour apprendre à lire, notamment tout ce qui est TDAH. Donc je voulais savoir si pour nos îles, on avait les mêmes formations pour les professeurs et s'il y avait les mêmes repérages le plus tôt possible. Merci beaucoup. Alors là aussi, et pardon de ne pas avoir de chiffres précis, puisqu'il faudrait interroger la délégation interministérielle au TND, Monsieur Étienne Pau, mais nous pourrons le faire. Vous dire simplement qu'en termes de formation nationale, ils ont la même chose, notamment formation aux troubles du comportement, aux troubles du neurodéveloppement et à leur traitement. Il y a une partie qui est formation académique et sur laquelle, évidemment, j'ai un regard moins précis puisque ça va dépendre de chacune des académies, notamment en formation continue. Après, vous dire que cette formation est suffisante aujourd'hui, nous l'avons intégrée dans le référentiel de formation initiale, en particulier pour la licence de professorat des écoles qui se mettra en place à partir de la rentrée prochaine, avec des modules spécifiques sur l'école inclusive et en particulier sur la façon d'accueillir et de traiter et de suivre des élèves qui ont ce type de troubles.
Mais ça, c'est en train de se mettre en place. Gros travail qui est fait par la délégation interministérielle et, à ma connaissance, aussi bien sur les territoires hexagonaux que sur les territoires ultramarins. Je crois que Étienne Pau s'est déplacé partout pour à la fois promouvoir tout ce qui peut être fait pour ces élèves-là et pour former les enseignants qui peuvent l'être. Dans cette perspective-là aussi, la mise en place des passes que nous sommes en train de déployer depuis maintenant 2 ans et que nous espérons pouvoir généraliser une fois que la loi sera passée d'ici 2027, a aussi vocation à permettre d'identifier les écoles et les établissements, mais en particulier les écoles où des élèves arrivent avec ces troubles-là et peuvent être et où les professeurs peuvent être formés directement sur une situation concrète et avec des ressources à la fois en médico-social et au sein de l'éducation nationale pour traiter et suivre ces enfants. Merci. Madame la rapporteure, encore une question? Oui. Après, je passerai la parole à Madame. Merci, chers collègues. Merci, Madame la directrice. J'ai 2 questions. La première concerne les recteurs. Est-ce que les recteurs en Outre-mer ont plus de liberté d'action que leurs homologues hexagonaux? Et sinon, est-ce que des réflexions sont en cours pour déconcentrer davantage et leur donner peut-être plus de prérogatives pour réagir plus localement et plus concrètement à des situations données? Et j'ai une autre question qui, elle, concerne Parcoursup. Alors, Parcoursup qui est un vrai sujet puisque à l'entrée, visiblement, il relève de l'éducation nationale et à la sortie de l'enseignement supérieur. Avec, vous imaginez bien la complexité pour les populations des Outre-mer de cette énorme plateforme nationale. Quel bilan vous tirez de cette mise en œuvre de Parcoursup dans les Outre-mer? Est-ce que vous considérez que c'est un facteur d'aggravation des inégalités ou de réduction des inégalités? En tant que parlementaires ultramarins, nous avons été saisis pour de multiples situations particulières qui nous qui nous mettent déjà sur la voie une des réponses possibles. Mais j'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet et quelles sont les perspectives que vous voyez pour le rendre plus égalitaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer peut-être par les recteurs pour dire que au-delà de la distance, qui fait que plus on est loin du cœur, plus on est loin des yeux, et donc qu'on a une forme de marge de manœuvre plus importante, non. Les recteurs ont les mêmes fonctions, les mêmes missions et le même rapport à la centrale, qu'ils soient en Île-de-France ou dans les Antilles ou dans l'océan Indien. Et pour nous, c'est important. C'est aussi, ils sont les représentants du ministre en territoire, et donc ils portent une politique éducative qui est une politique éducative nationale. Donc en termes de statut, vous me pardonnerez cette boutade de début, ils ont exactement la même feuille de route globale que les recteurs de France hexagonale. En revanche, je pense que nous sommes depuis maintenant plusieurs années tous conscients que les réalités territoriales sont très spécifiques, que la participation à la réunion de recteurs mensuelle que le ministre organise de tous les recteurs, auxquels participent les recteurs d'outre-mer tous les mois, donc ils viennent tous les mois au ministère, n'est pas tout à fait suffisante. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons mis en place, à côté de cette réunion de recteurs générale, une réunion des recteurs d'outre-mer qui se tient en général la veille, et qui réunit simplement les recteurs d'outre-mer de manière à ce que, avec le cabinet, le ministre quand il peut être présent, de manière à traiter des questions spécifiques de l'outre-mer. Je le redis pour avoir participé souvent à ces réunions, puisque la DGESCO est toujours présente, alors pas toujours moi, mais soit Céline Carenfleck, soit Patrice Durand sont présents. C'est l'occasion
de partager ce que tous ces territoires ont en commun et de partager ce qui se fait de bien dans certains territoires pour essayer de le répliquer dans les autres territoires. C'est l'occasion de partager les difficultés communes rencontrées. Et c'est aussi l'occasion de voir la singularité de chacun des territoires. Et c'est vrai que j'avais commencé par là, mais pour moi, c'est un point important qu'il faut qu'on ait en tête, vu d'ici, si je puis dire. C'est que pour être allé dans un certain nombre de ces territoires ultramarins, on voit très bien, malgré tout, que s'il y a des constantes, s'il y a des lignes qui sont très partagées, très communes, il y a aussi pour chacun de ces territoires des difficultés ou des réussites différentes. La deuxième chose que je dirais sur ce point, c'est que d'une manière générale, nous réfléchissons, je l'ai dit tout à l'heure, au placement, au bon placement, je ne sais pas si on arrivera à l'obtenir, mais du curseur entre ce que l'administration centrale doit apporter à l'ensemble des territoires, et là je parle aussi bien des territoires ultramarins que des territoires hexagonaux, et ce qui doit être laissé à la main des recteurs. Je crois que nous sommes désormais tous convaincus, enfin, là aussi, pardon, vous m'excuserez de la boutade, mais j'ai le sentiment d'être peut-être sur un des postes les plus jacobins de la République, et pourtant d'essayer d'y introduire une vraie forme de girondinisme, c'est-à-dire de comprendre et de construire ce que l'administration centrale doit apporter et là où elle doit s'arrêter pour laisser la mise en œuvre, le déploiement se faire en tenant compte des caractéristiques spécifiques locales, quitte à avoir une politique de compte-rendu, au sens propre du terme, par les académies plus spécifiques. Donc nous sommes en train de mettre par exemple en place au sein de la DGESCO un tableau de bord sur une quarantaine d'indicateurs qui nous paraissent être les indicateurs les plus importants des politiques éducatives portées par le ministère, avec cette volonté d'aller-retour entre les demandes que nous faisons nous, les mises en place de dispositifs et les effets, l'impact qui est réellement celui qui arrive jusqu'aux élèves. Voilà peut-être sur les recteurs, donc c'est un sujet presque plus large que celui simplement de l'outre-mer. Patrice me rappelle avec raison que par ailleurs ils sont recteurs d'académie et recteurs de région, hein, ce qui conduit aussi, et souvent d'ASEN, donc ce qui conduit à avoir en particulier une approche un tout petit peu différente des recteurs d'académie de leur territoire. À la fois très grande proximité, parce qu'ils ont souvent le rôle de d'ASEN, et une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus large, notamment, et je vais y revenir parce que ça fait le lien avec Parcoursup, sur la chaîne SCO-SUP, puisque les recteurs de région sont en particulier chargés de toutes les politiques d'orientation vers l'insertion professionnelle et vers la poursuite d'études. Ils se retrouvent donc comme recteurs à la fois académiques de région au cœur de toutes ces questions, donc avec des pouvoirs très élargis par rapport à un recteur d'académie classique. Alors, Parcoursup, j'aurais une réponse en deux temps. Peut-être d'abord pour dire que nous ne voyons, nous, que la partie amont de Parcoursup. Donc, ce que nous travaillons au maximum, c'est la capacité à accompagner nos élèves pour ne pas se perdre dans le maquis des informations de Parcoursup. Et je le dis de cette manière-là pour en souligner la densité et la richesse. C'est-à-dire que nous sommes presque victimes de notre succès. D'une certaine manière, c'est que toutes les formations se soient inscrites dans Parcoursup, conduisent à un choix qu'aucune génération avant, et je parle des 10 dernières années, n'ont eu en termes d'offres, de possibilités. Ce qui peut conduire à une plus grande difficulté pour les familles, quand elles sont moins informées, et pour les élèves. D'où l'importance pour nous de mettre en place une politique d'orientation beaucoup plus forte. Vous avez parlé de Parcoursup, mais on pourrait déjà parler même d'Affelnet, c'est-à-dire du passage de la 3e à la seconde. Comment est-ce qu'on aide nos élèves à choisir entre lycée professionnel, lycée général et lycée technologique? Comment est-ce qu'on évite que l'orientation soit essentiellement subie, et en particulier en voie professionnelle? Donc, le plan Avenir qui a été mis en place cette année, qui a vocation à aider à l'orientation, avec quelque chose qui n'avait jamais été fait, je tiens à le souligner, qui est de libérer 4 demi-journées par niveau scolaire
de la 5e à la terminale pour travailler avec les élèves sur leur orientation. Découverte des métiers, d'une part, comment faire entrer à l'école des professionnels, comment emmener les élèves vers des sites industriels ou des entreprises de la région pour leur faire connaître les métiers, et puis travailler avec eux sur la base de la plateforme Avenir pour construire leur choix. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi je veux consacrer ma vie, est-ce que tout ça match, est-ce que dans le fond c'est ce que j'aime qui va faire ma vie ou pas, etc. Et donc les aider à faire leur choix. Donc ça, c'est notre travail. Et peut-être le dernier point en termes d'amont, c'est que nous avons mis en place 2 professeurs principaux dans les classes de terminale, bien conscients que la question de l'accès à Parcoursup, de la capacité à faire ses vœux sur Parcoursup était complexe et que donc 2 professeurs principaux n'étaient pas de trop pour accompagner les élèves à le faire. En terminale aussi, 4 demi-journées sont désormais mobilisables pour aider les élèves à le faire. Et vous voyez bien que dans notre esprit, autant de la 5e à la 3e, ça peut être avant tout de la découverte des métiers, de la connaissance de soi pour organiser ou en tout cas construire son projet. Et puis au lycée, et en particulier en première terminale, c'est beaucoup plus une aide à Parcoursup pour construire ses choix. Alors, vous dire ensuite quels sont les résultats pour les élèves ultramarins de leurs vœux sur Parcoursup, il faudrait que nous ayons Jérôme Teilhard avec nous, ce qui n'est pas le cas, qui est le maître de Parcoursup. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que sur l'enseignement supérieur de proximité, nous sommes en train de travailler notamment donc, qui se passe en lycée, donc BTS et classe préparatoire. Nous avons une attention particulière. C'est un dossier qui est toujours partagé entre le scolaire et le supérieur, puisque les moyens sont dans l'enseignement scolaire et ce sont des formations du supérieur. Et nous sommes en train de réfléchir avec mon collègue Olivier Ginez à ce que la DGESCO pilote ces formations de proximité plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment à égale répartition, si je puis dire, entre les 2 directions, de manière à ce que nous ayons un travail de carte de formation, de parcours des élèves entre le lycée et ces formations courtes, BTS et classes préparatoires, classe préparatoire engageant ensuite une formation plus longue, mais ces formations qui se passent en lycée est une vraie cohérence avec notre enseignement scolaire. Merci beaucoup, vous êtes très précise sur le sujet de Parcoursup et du coup j'en profite pour vous poser 2 questions. La première sur la gratuité des vœux. Vous avez parlé tout à l'heure de la réalité sociale en Outre-mer. Il y a des vœux sur Parcoursup auxquels sont confrontés, qui sont proposés aux lycéens de terminale sur la plateforme, qui sont payants, entre 150 et 200 € le vœu. C'est le droit de l'inscrire pour pouvoir ensuite être sélectionné et entrer dans le parcours, pour entrer dans l'algorithme, en fait. Qu'en pensez-vous? Est-il envisageable que ces vœux puissent être gratuits pour les élèves ultramarins dont on sait que la pauvreté les impacte lourdement? Je ne vais pas vous redonner les chiffres, mais vous les connaissez. Une part importante de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté en Outre-mer. Et une deuxième question, elle porte sur les mobilités. Est-ce que dans l'accompagnement qui est fait spécifiquement pour comprendre comment fonctionne Parcoursup, est-ce qu'il y a cette sensibilisation qui est faite sur la mobilité? Parce que quand on habite, quand on vit à l'autre bout du monde, on ne fait pas forcément de différence entre Paris, Bordeaux, Montpellier, ou Lyon, ou Lille, ou ailleurs. Et pour autant, ça a une incidence énorme sur le coût que ça représente pour la famille, sur le lien qu'on pourra garder avec son territoire d'origine. Est-ce que les personnels qui accompagnent dans Parcoursup sont conscients des énormes difficultés auxquelles se confrontent les élèves? Parce que pour le coup, un jeune de terminale, il est tout seul dans la plateforme, il n'a pas avec lui ses parents, les identifiants
ne lui sont propres. Et donc, un parent ne pourra pas naviguer dans Parcoursup s'il n'est pas assis à côté de l'ordinateur ou à côté du smartphone pour savoir comment ça marche. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors sur la première, je vois en effet, et je remercie Céline Kerenfleck, que ce sont souvent des frais qui sont demandés aux candidats lorsqu'il y a des épreuves en plus à passer pour accéder à la formation. Je parle vraiment là sous contrôle de vérification. Il me semble que ces frais sont remboursés en frais de scolarité, non? Ensuite, je croyais que... Bon. Donc, dont acte, mais la question que vous posez est tout à fait légitime aujourd'hui de savoir si en dessous d'un certain seuil ou identifié comme d'un tel IPS, ces frais doivent être demandés. Mais ça, je dois dire que c'est le modèle économique des formations du supérieur qui l'impose, sur lequel je n'ai pas vraiment de visibilité. Sur la mobilité, les accompagnateurs, si je puis dire, des élèves de terminale, de première et de terminale, sont leurs propres professeurs. Donc, ils ont connaissance, en tout cas, de ce qu'est l'élève, de qui il est et de qui est sa famille, donc à la fois en termes socioculturels comme en termes économiques. Je pense que c'est un point important, et notamment dans les formations que nous pouvons conduire auprès des professeurs principaux sur l'accompagnement des élèves au choix. Ce sont des critères qu'ils doivent prendre en compte. Peut-être devrions-nous le souligner encore plus, mais je crois que les professeurs qui accompagnent les élèves sont vraiment déjà en mesure de prendre la dimension de ce que représente la distance, et en particulier, en effet, en termes de possibilité de revenir, en termes d'accompagnement, en termes même de sécurisation à l'arrivée de qui peut les accompagner sur place, avec les CROUS qui sont quand même en partie là pour ça également. Ensuite, bien sûr, ça va dépendre aussi de l'accompagnement qui est conduit, c'est-à-dire des professeurs principaux qui sont en charge de le faire. Mais je pense que sur cette question, les professeurs principaux sont, étant eux-mêmes ultramarins pour une grande partie d'entre eux, et ayant pour beaucoup d'entre eux connu quelques années dans l'Hexagone avant de revenir, sont en mesure de les accompagner. Je vous remercie. On va laisser la parole à Mme Petrus, si vous voulez bien. Merci de me donner la parole, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, merci de votre disponibilité pour contribuer à nos travaux. Je ne peux m'empêcher de vous interroger sur la réalité de mon territoire, qui est la collectivité territoriale de Saint-Martin. La situation de l'éducation dans ce territoire met en évidence de manière très concrète les limites d'une approche uniforme des politiques éducatives. Vous avez fait allusion tout à l'heure de réunions pour voir avec vos services les singularités de chaque territoire. Saint-Martin se caractérise par une réalité profondément singulière. Il est marqué par un environnement plurilingue intense dans lequel de nombreux élèves évoluent entre plusieurs langues, français, anglais, espagnol, créole, sans disposer, pour une part significative d'entre eux, d'une maîtrise stabilisée de la langue de la scolarisation. Les conséquences sont directes sur les apprentissages fondamentaux, notamment en français, avec des écarts très importants par rapport aux moyennes académiques et nationales. Dans un territoire où la grande majorité des élèves relèvent de l'éducation prioritaire, ces difficultés ne sont pas conjoncturelles, elles sont structurelles. Dans ce contexte, des initiatives locales existent, notamment pour développer l'enseignement bilingue, et qui constituent une réponse pertinente car ancrée dans la réalité du territoire. Mais ces dynamiques se heurtent à plusieurs limites. D'abord, la question des moyens humains, avec des difficultés de recrutement persistantes, y compris dans des disciplines essentielles comme l'anglais. Ensuite, la question des ressources humaines, qui conduit à des situations paradoxales. Des besoins identifiés sur le territoire coexistent avec des difficultés pour des enseignants formés, parfois originaires de Saint-Martin, à y être affectés. Enfin, et c'est un point déterminant, la question du pilotage et de la connaissance fine du territoire. J'ai eu l'occasion d'interroger le rectorat sur ce point. Les données transmises confirment une baisse globale des effectifs
à l'échelle de la Guadeloupe et en déduisent mécaniquement des ajustements de poste. Mais aucune déclinaison territoriale précise n'est apportée pour Saint-Martin. Autrement dit, des décisions sont prises sur la base d'indicateurs globaux sans que l'on puisse objectivement, de manière transparente, leur pertinence à l'échelle du territoire. Cela pose une question de fond, celle de l'adaptation de l'action publique. La Direction générale de l'enseignement scolaire définit les orientations nationales. Leur mise en œuvre repose à Saint-Martin sur une organisation particulièrement entre rectorat et vice-rectorat. Dans ce cadre, la question centrale est celle de l'effectivité. Comment s'assurer que les orientations, les moyens et les décisions prises au niveau central sont réellement adaptées à la situation spécifique du territoire? Car le risque est celui d'un double écart entre les besoins réels et les moyens alloués, entre les données utilisées pour décider et la réalité du terrain. À Saint-Martin, l'enjeu n'est pas seulement de définir une politique éducative, il est de la territorialisation réellement. J'aurais donc deux questions, Madame la Directrice Générale. Comment la DGESCO accompagne-t-elle le développement de l'enseignement bilingue à Saint-Martin? Et surtout, comment s'assure-t-elle que ce dispositif dispose effectivement des moyens humains nécessaires, notamment en matière de recrutement et de formation des enseignants? La seconde, c'est comment la gestion nationale des affectations et des ressources humaines prend-elle en compte les besoins spécifiques de Saint-Martin, notamment dans des disciplines en tension comme l'anglais, lorsqu'on sait qu'il y a des enseignants sans affectation et des élèves sans professeur pour assurer les enseignements? Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Peut-être revenir d'abord sur vos premiers points. En effet, Saint-Martin est un territoire très spécifique et en particulier d'un point de vue linguistique. C'est certain et nous avons pris en compte cette spécificité, comme vous le disiez, en particulier en essayant de développer l'enseignement bilingue dès les petites classes et puis jusqu'à une reconnaissance dans le diplôme. C'est un point pour nous assez essentiel. En revanche, et vous avez raison, la question à laquelle nous nous heurtons de manière forte, c'est la question des ressources humaines. Je pense que vous êtes évidemment encore mieux placé que moi pour savoir que le niveau de vie est élevé et que du coup, nous avons une difficulté à ce que les personnels aille à Saint-Martin et là encore la DGRH serait mieux à même que moi pour répondre, mais nous voyons parfois refuser des affectations pour des questions ensuite de moyens et de qualité de vie. Donc c'est un point assez bien identifié, en particulier au niveau de la DGRH. Peut-être ajouter à cela le fait que je vais revenir un instant, si vous voulez bien, sur la manière dont on répartit les moyens entre académies, parce que ce sera une manière de répondre, pas tout à fait directement à votre question, mais d'y répondre quand même. C'est-à-dire, dans notre modèle d'allocation des moyens, et je parle sous le contrôle de Céline Carenfleck, nous prenons en compte la réalité géographique et sociale des territoires. Autrement dit, quand nous répartissons entre académies, nous avons une vision de la Guadeloupe et de ses besoins en tenant compte des distances, des difficultés d'accès ou de la complexité de l'accès, des IPS. Or, en particulier, 3/4 des élèves en éducation prioritaire à Saint-Martin, on en tient compte dans notre modèle d'allocation des moyens. Et des effectifs. Autrement dit, et ces temps-ci, et aujourd'hui en particulier, la question de la baisse du nombre d'élèves, des effectifs d'élèves très conséquente, à laquelle pour la première fois nous sommes confrontés depuis 2015-2019, est un des éléments que nous prenons en compte dans notre modèle d'allocation, mais pas le seul. Donc, quand nous établissons l'enveloppe de moyens que nous allons donner à la Guadeloupe, notre modèle national a déjà tenu compte de la spécificité des différentes îles que représente la Guadeloupe. Ensuite, ce travail se décline au niveau académique et au niveau départemental, et en particulier pour Saint-Martin, entre le rectorat et le vice-rectorat.
en principe, mais là évidemment les choses m'échappent, le recteur ou la rectrice, le recteur maintenant en Guadeloupe, tient compte des réalités territoriales des différentes îles de l'académie et identifie lui aussi sur un modèle académique la façon dont il va répartir les moyens en tenant compte, là encore, de la distance et des IPS, indices de position sociale, qui lui sont connus éventuellement en ajoutant d'autres critères qui peuvent être spécifiques à l'académie, chaque académie ayant son modèle d'allocation des moyens qui répercute en règle générale le modèle national, mais qui peut l'adapter aussi à son contexte territorial. Donc voilà comment, si je puis dire, les moyens descendent, si vous me permettez cette expression. Et puis, et c'est là que je disais tout à l'heure que je travaille avec les équipes à ce que nous ayons un meilleur retour, nous, au niveau national, de ce qui est fait par les académies. Nous avons très clairement et depuis toujours un retour sur la façon dont les moyens ont été affectés dans chacune des académies, avec des mesures de rentrée dont nous avons le retour en cours d'année. Mais l'impact et l'effet réel sur les classes, sur les enseignants, sur les élèves est pour nous une question essentielle sur laquelle nous essayons d'avancer à travers un tableau de bord plus précis pour savoir combien de classes sont ouvertes et fermées, ça nous le savons, mais combien de classes bilingues, comment les professeurs ont été affectés, etc. Donc nous avons mis en place ce tableau de bord. Pour que vous soyez également rassurés sur le fait que nous avons une vision nécessairement macro, bien entendu, par rapport à la vision que vous avez directement du territoire, mais une vision précise de chacun des territoires, c'est que nous tenons annuellement pendant une demi-journée, un dialogue stratégique de performance avec le recteur et ses plus proches collaborateurs qui nous permet d'avoir une vision, disons, approfondie, plus intérieure de ce que chaque académie fait ensuite des moyens qui lui sont accordés et ce qu'elle fait aussi des politiques publiques qu'on lui demande de déployer. Donc sur Saint-Martin, par exemple, le recteur est interrogé précisément sur la manière dont il conduit les politiques publiques sur Saint-Martin. Ce dialogue stratégique de performance qui a lieu annuellement avec les équipes de Patrice Durand, que je remercie parce que c'est un travail énorme, donne lieu à énormément d'échanges entre l'administration centrale et les services déconcentrés sur une multitude d'indicateurs, je crois que nous sommes proches de 400, qui viennent véritablement s'assurer que l'ensemble des politiques sont conduites. J'ajoute à ça une politique d'animation de réseau. Qui est que chacun des bureaux, et en particulier chacun des bureaux qui traitent d'une politique éducative, a un ensemble de réseaux. Il est intéressant pour nous d'avoir des réseaux partout, et s'il en manque à Saint-Martin, il faudra peut-être qu'on demande au recteur d'ajouter à certains de nos référents métiers des personnes, des ressources de Saint-Martin. Mais en gros, nous avons aussi ce suivi-là, indépendamment des DSP annuels. Et puis, encore une fois, ce tableau de bord que nous entendons partager de manière régulière avec les recteurs pour pouvoir être alertés au premier signal de difficulté ou pour pouvoir, au contraire, appuyer sur des leviers qui ont bien fonctionné dans les territoires. Sur la politique et la gestion nationale RH, je laisserai véritablement mes collègues répondre parce que je risquerais de dire des bêtises. La rapporteure. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Directrice Générale pour vos réponses qui sont très éclairantes. J'aurais deux questions un peu plus pratiques qui concernent d'abord la question des cités éducatives. Dans votre propos liminaire, vous avez signalé qu'il y avait 20 cités éducatives déployées en Outre-mer. Est-ce qu'il est prévu que de nouvelles cités voient le jour et si oui, à quelle échéance? Je sais qu'il y a des volontés, notamment à La Réunion, mais j'imagine que dans d'autres territoires, il y a peut-être aussi des projets qui sont en train d'émerger, puisque ce sont des dispositifs qui font leurs preuves. Et
Ma deuxième question porte sur le dispositif devoir fait. De mon expérience en tant que professeur des écoles, je sais que le dispositif devoir fait est efficace à la condition qu'on puisse toucher véritablement les élèves qui en ont le plus besoin. Et très souvent, vous l'avez dit vous-même, le problème du transport scolaire exclut les élèves qui pourraient en avoir vraiment besoin. Et étant donné que notre sujet, c'est vraiment de travailler sur les inégalités systémiques, le fait d'habiter un quartier isolé, d'être en difficulté de mobilité, impacte encore plus gravement la scolarité des élèves. Et j'aurais aimé savoir si il y a des mesures qui ont été expérimentées, qui montrent qu'on peut franchir ce frein du transport scolaire, ou s'il est prévu de travailler ou avec d'autres partenaires, d'autres en interministériel, je ne sais pas, pour vraiment être efficace, puisque le dispositif existe, les moyens existent, les élèves sont là, mais on n'arrive pas à les faire se rencontrer. Voilà, merci. Je vous remercie. Peut-être que sur les cités éducatives, vous m'autoriserez à laisser la parole à Patrice Durand, qui est vraiment le spécialiste et qui saura vous dire. Sur devoir fait, j'en ai parlé en introduction, c'est en effet un dispositif qui donne satisfaction quand on arrive à le mettre en place bien. Et en tout cas, quand je dis bien, je veux dire adapté aux élèves qui en ont le plus besoin. J'ai mentionné tout à l'heure les freins. Les freins qui sont ceux à la fois de la formation, non pas des enseignants, mais des éducateurs ou des associations qui peuvent être conduites à faire devoir fait. Donc là, on a un travail à mener avec les académies pour que la formation soit parfaitement adaptée. Sur la question des transports, ça ne dépend pas de l'éducation nationale, mais bien des collectivités territoriales. Donc, ce sont des accords de gré à gré, si je puis dire, ou en tout cas des aménagements qui peuvent être faits grâce à une bonne intelligence entre les collectivités territoriales et l'éducation nationale. C'est vrai que c'est un sujet, et en particulier c'est un sujet pour le premier degré, sur lequel on a finalement peu de marge, les transports scolaires amenant les élèves vraiment à l'entrée de l'école et les ramenant vers leur famille à la sortie de l'école. Le seul levier que nous avons à notre main, c'est vraiment celui de la formation, c'est celui de la conviction, si je puis dire, convaincre les familles de l'importance de ce dispositif. Et après ça, le travail en bonne intelligence qui est fait entre les services de l'État, préfets, élus, collectivités territoriales et nous, pour favoriser la possibilité d'implantation de devoirs faits. Si vous voulez bien, je laisserai la parole à Patrice Durand sur les cités éducatives, Madame la Présidente. Monsieur Durand, je vais vous demander de lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Vous avez rappelé, Madame la rapporteure, les effets bénéfiques des cités éducatives. Effectivement, c'est une politique publique souhaitée par le président de la République et qui aujourd'hui permet d'afficher un nombre de 250 cités éducatives et une labellisation récente au mois de mai 2025 à hauteur de 40. Avec des montants conséquents que vous connaissez, puisque la moyenne est entre 300 et 350 000 euros annuels sur de dotation étatique sur la durée de la convention de la cité éducative. Alors, sur une nouvelle vague de labellisation, Madame la rapporteure, nous n'avons pas d'informations à cette heure. C'est en discussion auprès de la ministre chargée de la Ville et du ministre chargé de l'Éducation nationale. Bien évidemment, le PLF 26 et 27 sont aussi des éléments à prendre en considération pour voir s'il y aurait une nouvelle vague, une vague 5 de labellisation de sites éducatifs. Je crois que les parlementaires que vous êtes seraient peut-être plus à même de nous donner des informations sur une volonté politique forte ou pas de subvenir au projet de nouvelle labellisation de sites éducatifs. Bon, pas d'autres questions? Monsieur Lurel?
Merci. Madame, à la question de ma collègue sur Saint-Martin, pourriez-vous nous envoyer des bilans chiffrés, notamment les réunions faites par les recteurs, des bilans consolidés, mais pour tous les territoires? Ensuite, vous avez probablement des enquêtes. Par exemple, pourriez-vous nous dire quelque chose sur la politique de rattrapage qui a été faite dans les Outre-mer, sur l'immobilier, sur les enseignants, sur les recrutements, même si c'est centralisé à Paris? Quel est le résultat de ces politiques? Ensuite, l'éducation nationale et donc l'enseignement est seul à aborder un certain nombre de problématiques, l'alimentation, la pauvreté et que sais-je encore. Avez-vous des évaluations, des résultats comparatifs pour les politiques mises face à ça et puis les autres politiques globales pour répondre à ces problématiques-là? L'école fait ce qu'elle peut, mais avez-vous une évaluation des politiques publiques mises en œuvre dans les Outre-mer depuis quelques longues années? Et pourriez-vous nous envoyer des tableaux, des enquêtes, des sondages, des études sociologiques que vous auriez et que vous détiendriez? Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je ne suis pas sûre qu'on ait une vision aussi claire et aussi, en tout cas, chiffrée de l'impact et des résultats des politiques que nous mettons en place. Et c'est peut-être d'ailleurs ce sur quoi j'ai insisté pendant toute cette audition, hein, sur le besoin pour nous d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Après, tout ne se calcule pas aux indicateurs. Et il est important, en particulier sur des sujets que vous citez, qui sont des sujets d'éducation, plus que des sujets d'instruction, alimentation, santé, lutte contre les écrans et autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la possibilité d'identifier les résultats que portent ces éducations transversales qui sont demandées à l'école. Hein, et vous avez raison de le dire, l'école ne peut pas tout, mais elle prend sa part sur ces éducations. Et nous n'avons pas aujourd'hui de bilan, mais un effort considérable fait. Je parlais tout à l'heure de la politique des petits déjeuners mis en œuvre, qui sont avant tout une réponse sociale aux difficultés économiques des familles, mais qui sont aussi une forme d'éducation notamment dans la diversité de ce qui est apporté et dans l'apprentissage de l'alimentation. Sur le bâti et notamment sur les politiques de rattrapage et à Saint-Martin comme à Mayotte, hein, qui ont été très très lourdement impactées, il y a un peu plus longtemps à Saint-Martin et plus récemment à Mayotte, nous pourrons regarder ce que nous avons comme éléments de bilan qui sont plutôt au secrétariat général qu'à la DGESCO, mais nous pourrons regarder ce que nous avons pour compléter le questionnaire si vous le souhaitez. Président, permettez une loi de suite. Sur Saint-Martin, j'ai entendu vos réponses, pardonnez-moi de vous dire ça, elles sont généralistes. On veut des précisions, notamment sur la répartition des moyens, sur les indicateurs qui auraient été adaptés. C'est des choses que vous évaluez. Est-ce qu'on peut avoir ça et faire dans le comparatif une sorte de benchmark sur ce qui se fait ici et ce qui se fait chez nous? Des choses précises et par territoire. Je pense que vous avez ça en statistique et en suivi. Bon, il y aurait tellement de questions à poser. Avez-vous des chroniques sur les inégalités des laissés pour compte, ce qu'on appelle savamment les dropouts? Est-ce que vous avez ça pour les Outre-mer, celles et ceux qui sortent sans titre, sans diplôme, sans qualification, sans formation, sans emploi, les fameux NEETs? Est-ce que vous avez ça sur, comment dire, c'est un concept d'entreprise, mais sur l'efficacité de l'école, quoi, pour sortir des trajectoires et des déterminismes sociaux? Est-ce que vous avez ça, évaluant l'efficacité des politiques publiques? Est-ce que vous avez ça dans vos études? Alors, sur les NEET, nous avons un certain nombre de données, hein, et en tout cas sur une politique de lutte contre le décrochage. Nous sommes en train, avec une difficulté en termes d'indicateurs, c'est que la définition des décrocheurs n'est pas la même, d'abord en France
et en Europe, c'est-à-dire qu'il y a différentes définitions de cette population, ce qui rend assez difficile la comparaison, et en particulier la comparaison internationale. Pour notre propre identification des sujets, nous avons, nous aussi, des critères qui peuvent être un peu différents d'une académie à l'autre, et là encore, ce qui rend la comparaison un peu difficile. Je le disais tout à l'heure, en termes de chiffres, et ils vous seront apportés dans le questionnaire, ce sont les académies, on en parlait tout à l'heure, de la Réunion et de la Guyane qui ont un taux de décrochage plus important que les autres ayant un taux de décrochage assez proche, autour de 10% de la moyenne hexagonale. Sur ce sujet-là, nous avançons également avec le ministère du Travail de manière à ce que nos systèmes informatiques se rejoignent. C'est le fameux SICOM que nous essayons de mettre en place et que nous retardons un peu pour des raisons essentiellement budgétaires, mais qui devrait être en place au début de l'année 27, de manière à ce que toutes les données qui viennent de l'éducation nationale, de notre côté, c'est-à-dire quand on identifie des décrochages qu'à partir de 16 ans, donc en général ils sont déjà en seconde, le ministère du Travail, à travers les missions locales et à travers les conseillers France Travail, permettent de croiser les données et de s'assurer qu'on ne perde personne en route en termes de parcours entre le moment où il est identifié comme décrocheur dans l'éducation nationale et pris en charge ou pas par le monde du travail ou par le monde du ministère du Travail. Donc, sur ce point, nous avons encore à progresser. Néanmoins, la lutte contre le décrochage est quand même un sujet pris très nettement en charge par les deux ministères, ministère de l'Éducation nationale et ministère du Travail, avec une volonté de coopération très importante. Sur ce que vous nous demandez par ailleurs, en termes d'indicateurs très précis de Saint-Martin, Mais de tous les territoires. de tous les territoires, mais en particulier, puisque nous parlions de Saint-Martin, c'est l'académie qui est le plus en mesure de donner ces éléments. J'ai indiqué quels étaient nos critères d'allocation des moyens sur lesquels on pourra revenir et qui sont identifiés, qui sont des critères que nous avons travaillé avec la DEP et avec l'INSEE en croisant donc pour construire un modèle de répartition d'allocation nationale. Ensuite, pour avoir plus d'éléments précis sur la façon dont les académies répartissent les moyens, il faudrait que nous leur demandions et nous n'avons pas, nous, directement ces indicateurs-là au moment où nous parlons. Et encore une fois, c'est au moment du dialogue stratégique de performance que nous creusons avec eux la façon dont ils répartissent les crédits et les moyens en emploi. Mais pour une partie d'entre eux, ça reste au niveau académique. Nous allons regarder ce que nous pouvons éventuellement apporter de plus précis en termes d'infra-territoire, si je puis me permettre, ou d'infra-académique. Parce que ce que nous avons, nous, par exemple, c'est le nombre d'élèves par classe, le nombre de professeurs devant élèves, etc. Tout ça, nous l'avons, et nous l'avons par territoire, par département. Mais au-delà, ce sont des données que les académies ont et que nous n'avons pas au niveau national. Dernière question, Madame la Présidente. Au-delà des petits déjeuners qui sont gratuits, Oui, ils sont gratuits. Notamment à Mayotte, mais sur les repas à 0 €, est-ce que vous avez quelques chiffres Alors, sur les repas à 0 € qui sont... Alors, ça se fait déjà un peu pour les étudiants, Oui. mais dans Non, le ça primaire n'existe et que le pour les secondaire. étudiants. Ça n'existe que pour les Mais étudiants. comment Ensuite, aidez-vous les collectivités à arriver à un repas, parce que la précarité est plus forte là-bas, les revenus sont plus faibles, la pauvreté est ce qu'elle est, et vous avez des écarts entre ici et là-bas, ça devient une urgence mobilisatrice. Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que c'est uniquement, parce qu'avant il y avait la PARS, donc la prestation accueil restaurant scolaire, peut-être que vos collègues sont trop jeunes pour connaître ça, mais après ça a été revu et corrigé. Mais ça permettait d'aider à payer les repas dans les cantines. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une politique publique pour aider les collectivités à arriver au 0 € ou à 1 €? C'est entre 5 et 6 €. 5 € un repas, l'État vous donne 3 € normalement, 1 €. Bon, on peut alléger les choses. Est-ce que vous avez une politique publique sur ça? Et avez-vous l'intention, sur ce sujet-là, comme sur l'éducation, d'avoir, si j'ose dire, un plan Marshall éducatif pour les Outre-mer?
Alors, sur ce sujet précis, vous allez sans doute trouver que mes réponses sont encore un peu générales, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que la première politique publique qui a été véritablement mise en œuvre, c'est celle du petit déjeuner, qui était souvent le seul repas de ces élèves. Donc, nous, d'un point de vue de l'éducation nationale, c'est vraiment la politique la plus importante sur laquelle nous avons avancé. Sur le reste et sur le prix de la restauration, qui n'est pas, encore une fois, une prérogative de l'éducation nationale. Nous avons de notre côté un système de bourses et de fonds sociaux que les établissements peuvent mettre en place et qui doivent pouvoir servir en particulier à ce que les familles soient aidées pour payer la restauration, pour payer un certain nombre de frais annexes à l'école, si je puis dire. Mais encore une fois, ce n'est que par ce biais-là que nous avons la possibilité d'agir. Et nous avons, si je puis me permettre, et si vous me permettez de conclure sur ce sujet, nous avons relancé à la fois une politique d'internat. Le ministre s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. C'est un sujet qui répond en particulier à la question de la mobilité des élèves, mais qui répond aussi à la facilité de vie en termes économiques. Et puis, nous avons également relancé une politique de dépenses des fonds sociaux, c'est-à-dire en appelant l'attention des chefs d'établissement pour que ces fonds sociaux soient véritablement dépensés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 100% des fonds sociaux ne sont pas dépensés. Quelle est la part de l'État dans cette politique d'hébergement pour celles et ceux qui sont éloignés, notamment pour les îles Les archipéliques, et pour celles et ceux qui vont faire des études en hexagone? Quelle est l'aide de l'État? Parce que les régions et les départements ont passé des accords, notamment avec la Cité internationale, avec Sciences Po, avec, bon, bref, les coordonnées de la réussite. On sait ça. Mais, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État a une politique? Sinon, bon, il n'y a pas de souci. Mais qu'on sache, c'est une sorte de compétence qui est celle de l'État, mais qui est aussi cofinancée par les collectivités. Et pourtant, les inégalités perdurent et se pérennisent. C'est pourquoi on parle de systémique. Bon, je m'arrête là. Je suis déjà, pour ma présidente, trop bavard. Non, je vous remercie. C'est surtout que je suis attendue au rectorat de Marseille ce soir et que j'ai peur de finir par rater mon train. Dire ce que vous ne dites pas, des documents que vous ne communiquez pas, chère madame. On les reviendra. À quoi ça sert de commission de texte? Ça fait clairement. Il faut poser toutes les questions et demander les choses. Moi, les discours, je comprends, vous êtes là pour défendre votre affaire. J'ai vu des commissions d'enquête qui sont autrement plus compliquées que la nôtre, où c'est hard, je ne veux pas l'être. Mais vous avez des documents. Pour Dieu, ne me dites pas que vous n'avez pas des trajectoires. Les sociologues font ça. Morin a fait ça depuis des années. L'ascenseur, le descenseur social, les inégalités, etc. Le taux transgénérationnel, on a ça tous les Outre-mer. L'INEL fait ça, même si c'est incomplet. Et il me semble que vous avez peut-être des directions, c'est peut-être la vôtre, sur l'évaluation des politiques publiques en matière d'éducation. Et qu'on aimerait savoir pourquoi ça perdure, ça. Et sinon, on va répondre à des choses que l'on sait déjà. Par exemple, je viens d'avoir ça. On vient de me remettre ça. La santé outre-mer, vous avez tout dedans. Bon, ok, je viens de recevoir ça, je dis ça. On a tous des indicateurs. Mais si c'est pour me faire répéter ce que l'on sait, vous avez des documents qui nous intéressent, qui devraient alimenter des propositions. Bon, malheureusement, on va laisser la parole à M. Pommier aussi pour la dernière question. Oui, non, sans vouloir allonger. Effectivement, Madame la Directrice Générale, moi je vous confirme tout à fait dans mon département qu'aucun des fonds sociaux n'est dépensé, ni celui de l'État, ni celui du département. Ce qui pose question, et souvent ce sont dans les collèges que les populations les plus sensibles et les plus paupérisées. Par contre, quand vous dites qu'effectivement, que ce n'est pas une politique de l'État, oui, mais alors pourquoi le gouvernement s'est engagé au repas 1 euro pour les étudiants? Parce que là, il y a un effet de souffle et d'entraînement terrible pour les collectivités. Ça met une pression sur les collectivités au moment où leurs budgets sont fragilisés, parce qu'eux aussi, par ricochet, ont des problèmes, je dirais, de budget tout à fait importants. Donc si ce n'est pas, je dirais, le sujet du gouvernement, au moins qu'ils ne s'en occupent pas.
Merci, monsieur le sénateur. En effet, c'est une politique de l'enseignement supérieur. C'est une politique, les repas à 1 euro sont pour les étudiants. Sur les fonds sociaux, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que nous avons relancé à la fois les chefs d'établissement, mais qui se heurtent à une difficulté qui est aussi que les familles soit n'ont pas connaissance, soit ne demandent pas. Or, il n'y a pas connaissance. Voilà. Et donc, nous avons demandé à ce qu'une information qui passe souvent par les assistants sociaux de notre système soit vraiment remise auprès des familles pour que les familles qui puissent en bénéficier en fassent la demande et que nos fonds sociaux soient bien dépensés. Ça implique une inégalité aussi parce qu'en fait, vous avez aussi des communes où le trésorier public demande aux familles en mettant un échéancier et après vous vous retrouvez avec des familles où il y a une admission en non-valeur. Donc il y a aussi un déséquilibre entre certaines familles. Alors, en fait, ça veut dire qu'il y en a qui ont un échéancier et qui payent et les autres, c'est une admission en non-valeur. Donc c'est une égalité quand même, quelque part. Bien sûr, et c'est pour ça que nous avons mis en place l'automatisation des bourses dans l'enseignement scolaire depuis maintenant 2 rentrées, ce qui permet, sur la base des données fiscales, à toute famille de se voir attribuer une bourse, quand bien même elle ne l'aurait pas demandé quand il y avait des démarches à faire. Donc nous avançons sur ces sujets, mais sans doute avec encore des améliorations. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre audition. Je vous remercie pour des propos de qualité qui étaient très intéressants et qui vont alimenter quand même notre rapport. Et n'hésitez pas donc à nous faire parvenir par écrit les éléments que vous jugez utiles. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et la réponse au questionnaire aussi. Je vous remercie.